Bonjour et bienvenue sur notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach, action coach sur Paris et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir un chef d'entreprise à succès, une success story à la française avec Rodolphe Landemaine dont la création a été la Maison Landemaine. Bonjour Rodolphe, comment vas-tu? Bonjour Léane, ça va très bien, Merci comme d'avoir un accepté vendredi matin, comme un vendredi matin, c'est parfait, la veille du week-end. c'est ça. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors donc, la première de mes questions va être qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est quoi ton parcours? Moi, je viens d'une famille assez populaire où on parlait peu entreprise à la maison. Donc, j'étais un petit peu singulier à cette époque-là sur l'envie de monter une boîte. Parce qu'en fait, on voit quand même que les choses se répètent et que quand on grandit dans un état d'esprit, souvent, il y a un petit peu du mimétisme sur le parcours des parents, etc. Alors que moi, pas du tout. Et j'avais juste envie de monter quelque chose dans lequel je me sente libre de pouvoir agir comme je le souhaitais. Mais D'accord. c'était à l'époque très intuitif. Donc, en fait, ta vocation t'est venue très jeune, cette envie t'est venue. Ouais, très jeune, mais sans le savoir en fait. Parce que si tu veux, quand tu montres des velléités de t'émanciper par l'entreprise, tu mets pas forcément ces mots-là sur des concepts très précis quand tu es adolescent et que tu parles pas trop du monde de l'entreprise. C'est juste quelque chose d'instinctif. Donc je sentais que je voulais monter quelque chose, ouais. Alors, pourquoi la boulangerie? Qu'est-ce qui a fait que c'est dans ce domaine-là que tu t'es Ouais, lancé? ouais, mais c'était pragmatique. C'est qu'à l'époque, bon, je suis plus tout jeune quand même, j'ai passé la quarantaine et qu'on montait pas une entreprise sur un deck, sur une feuille A3 comme ils le font maintenant. Donc la création d'entreprise, elle était assez basique et souvent ça passait par j'ai un petit capital et j'ouvre quelque chose et je vends quelque chose. C'est ça une entreprise. Et c'était des choses assez pragmatiques et de la vie quotidienne, alors que maintenant ça c'est effervescent, ça part en arborescence dans plein de choses. Et il y a plein de boîtes qui se montent dans la tech, dans le web, tout ça, qui sont assez abstraites en vérité. Voilà, donc j'ai réfléchi à quel type de métier, avec quel type de métier, véhicule, je pouvais monter une entreprise. Et il m'est venu à l'esprit la boulange parce que je me disais que les gens mangeraient toujours du pain, tout simplement, bêtement. Et effectivement, dans tous les pays, on retrouve sous diverses formes du pain. Donc, c'est Ouais, une nourriture de base. Alors, je crois que tu t'es développé très rapidement. Est-ce que tu peux nous parler en fait de ce succès qui est assez phénoménal? En fait, dès le début, j'avais envie de faire croître une entreprise et de pas avoir juste une entité avec être le pur artisan. À 98% des boulangers sont des artisans monoboutiques avec un seul magasin. Et moi, depuis le début, je voulais monter une entreprise et croître et développer une entreprise. Donc ça, c'était très clair. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a monté la première et puis après, on a dupliqué quelque chose qui fonctionnait à d'autres entités sous une seule et même bannière qui était Maison Landemaine, la marque aujourd'hui qui représente ce réseau de boulangerie-pâtisserie. Donc voilà, donc après, on fait du bis repetita sur ce qui fonctionne et puis et donc on est autre chose parce qu'on duplique un modèle qui fonctionne. Donc c'est plus tout à fait la même chose que de faire, mais plutôt faire faire et apprendre aux autres à faire quoi. Donc on transforme son métier au fur et à mesure de l'évolution de la boîte pour structurer une PME puis ensuite une ETI maintenant quoi. Est-ce que tu dirais que finalement, le plus difficile, c'était de monter la première parce qu'il fallait Ouais, apprendre à faire, créer les systèmes pour pouvoir le dupliquer derrière? oui, le plus dur c'est la première. La plus dure, C'est la ça. première, c'est là où on apprend tout. Et puis, pardon, téléphone. Il faut beaucoup de, ouais, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la première. Passer à l'échelle ensuite. Et puis après, bon, c'est un peu plus simple. Alors, comment tu as fait pour apprendre tout ça? Est-ce qu'il y a eu des passages plus difficiles à apprendre ou est-ce que tu Oui, es entouré tout de suite? oui, il y a des passages. En fait, il y a des passages délicats, pas difficiles. Des virages délicats, mais tout le monde le sait. Surtout quand on passe à l'échelle et surtout quand la boîte se structure d'une entreprise artisanale à une entreprise.
à une PME avec quelques dizaines de salariés, avec les éternelles questions de quel type de profil j'ai besoin en support, quand est-ce que je les fais rentrer, à quelle vitesse, quelle est la règle, est-ce que c'est au prorata du chiffre ou j'alloue un pourcentage aux fonctions support, est-ce que j'embauche des gens forts et je pousse après, enfin, plein de questions comme ça, assez classiques. Et puis même, et puis c'est pas vraiment, il y a l'apprentissage théorique de la façon dont on opère une entreprise, mais finalement, rien ne vaut le terrain. Donc c'est là où en fait le passage à l'échelle, parfois les gens trébuchent, c'est normal, et même on peut trébucher n'importe quand d'ailleurs, mais c'est vraiment quand on passe d'une entreprise artisanale dans laquelle on connaît le prénom de tous ses collaborateurs, et tout d'un coup on pilote comme un peu sur un avion dans un cockpit avec des indicateurs de mesure et plus avec la relation directe. Donc plein de petites choses comme ça qui sont un peu délicats et qui font parfois un peu tanguer, quoi. Alors, tu as dupliqué à partir de combien de temps après la création de la première? La première, on l'a opéré 1 an et après on a ouvert une deuxième à un rythme après de 8-12 mois avec une nouvelle, puis après ça s'est accéléré, c'est toujours exponentiel. Donc on va dire une par an au début, ensuite deux par an, et ensuite trois par an, et puis maintenant quatre, cinq par an. Et tu es Parce passé que, à l'international, il me semble. ouais, c'est ça, on a ouvert au Japon quelques entités avec ma femme qui est japonaise. Et puis sur la marque Len Monkeys, là, en fait, on est en train de, de négocier des contrats de master franchise dans certains pays. Il y a une vraie singularité avec cette marque-là et donc en fait on veut la porter à l'international beaucoup plus que Maison Landmen qui est une marque de boulangerie premium mais très géolocalisée par Île-de-France quoi, francilienne. D'accord. Alors justement, ce nouveau concept, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que j'ai regardé ce que tu faisais, ça me semble très Mmh. intéressant. Ouais, alors donc moi j'ai adopté un régime vegan il y a une dizaine d'années. J'étais végétarien avant et quand j'ai adopté cette façon de vivre, ce régime, et que j'ai embrassé ces idées, c'était difficilement concevable pour moi de continuer à opérer une entreprise classique qui utilisait beaucoup de produits et de sous-produits d'origine animale. Et est né de là ce projet un peu uesque de faire naître et de végétaliser un métier aussi traditionnel que celui de boulanger-pâtissier. Et donc, on a travaillé avec mes chefs pour essayer de trouver des recettes goûteuses et de développer une entreprise, une boulangerie qui soit 100% végétale et qui respecte tous les marqueurs forts de la boulangerie classique et qu'on se sente pas dans un espèce de concept anglo-saxon, mais qu'on se sente vraiment dans une boulangerie française. Donc, on a Et, ouvert la première boutique il y a 3 ans, pardon. Et après, on a ouvert 5 autres emplacements sur Paris. Et puis après, salon de la franchise et développement national et à l'international. et je crois qu'il y a un véritable engouement sur cette nouvelle marque et sur effectivement des pâtisseries véganes, ce qui semble assez contre-intuitif quand on se dit que, bah, a priori, il va y a quand même y avoir des œufs, il va y avoir C'est du... ça, c'est ça. Exactement, ouais. C'est vraiment le sujet qui revient sans arrêt quand j'interviens en table ronde. Ou hier, j'étais auprès d'étudiants qui passaient un master sur ces sujets de transition alimentaire vers le végétal. C'est quoi les tips? Comment on fait pour faire transiter les gens vers une alimentation plus végétale? Enfin, tout le monde se pose la question, quoi. Et c'est vraiment le goût, en fait, qui est l'argument le plus fort. Le goût et le prix, bien sûr. Faut pas que ça soit, Oui, faut pas que, faut qu'on paye le double parce qu'on mange végétal. Mais si c'est pas bon, ça ferme tout, quoi. alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un tel engouement? C'est quoi l'unicité, j'allais dire, de la maison Landemaine? Alors, j'ai bien compris sur la nouvelle marque, le positionnement Mm. très particulier, mais est-ce que il y a quelque chose, un secret que tu voudrais partager à cette Ouais. unicité? Je pense qu'il y a vraiment d'abord le choix des emplacements. Bon, ça, tout le monde le sait, c'est primordial. Donc, une cohérence dans le choix des emplacements qui est finalement une cohérence dans l'offre. Donc, tout ça, c'est logique. Mais par contre, il y a nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est une vraie capacité avoir un bon niveau d'offre dans les quatre segments que compose une boulangerie, que ce soit la viennoiserie, la pâtisserie, le pain et la petite restauration.
c'est qu'on n'est pas spécialiste d'un domaine en disant que je suis un très bon boulanger, je suis moyen sur le reste, ou un très bon pâtissier et moyen sur le reste, mais on rentre dans une entité, chez Maison Landmen, avec une offre large, premium accessible, avec des prix raisonnables pour la région parisienne et qui offre un bon compromis entre la qualité qu'on offre et le prix lié à un emplacement et une façon d'opérer. Donc, c'est un melting pot toujours de plusieurs choses, mais je pense que c'est ça qui a fait notre succès, c'est aussi de se dire, souvent le fondateur, il est soit pâtissier, soit boulanger, soit financier parfois, soit cuisinier, et donc il met l'accent sur son corps de métier et il a tendance à moins être performant et bon sur les autres segments de métier. Et voilà, donc nous, un client, il peut rentrer le matin, avoir des belles viennoiseries, le midi, son offre lunch, petite restauration, et puis acheter son pain le soir. Voilà, donc on a traité sérieusement tous les segments pour que ce soit que ce soit quelque chose un endroit où l'on puisse aller plusieurs fois dans la journée pour des achats différents. Et effectivement, on a souvent cette expérience où le pain est extraordinaire, mais je vais aller chercher ma Oui, pâtisserie à côté. exactement. Et alors là, C'est pas facile, ouais. ouais, c'est effectivement une gageure de réussir à avoir Ouais. tout au même endroit. Alors, les Mm, prochaines étapes pour la maison Landmen, c'est quoi? Et les tiennes également de prochaines étapes. mm. Alors, les prochaines étapes, c'est continuer à croître parce qu'on s'est fixé un objectif en termes de target de chiffres et on sait que dans ce range de chiffre d'affaires, on peut maintenir la qualité qu'on a. Et sur Land Monkey, c'est un développement national, en franchise, à l'international, en master franchise. On met beaucoup d'énergie en ce moment sur cette marque-là pour la structurer, dédier une équipe à son développement. D'accord. Et donc, À côté, si on veut se lancer effectivement dans ouais, l'entrepreneuriat, tu mentionnais tout à l'heure, il y a plein de choses à apprendre. oui, L'un des avantages de la franchise, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses à ingurgiter, j'allais dire, dès le exactement. départ. Donc, lance un appel, nous le lançons à cette antenne. C'est ça. Comment il y a encore beaucoup de place sur London Monkeys et donc là, tu recherches des gens. Alors, quelles sont les qualités des gens que tu aimerais voir franchiser et rejoindre ton réseau? Bah, en fait, des profils qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas d'idée. Il y en a beaucoup, en fait, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui cherchent une idée parce que c'est pas simple d'avoir une idée. Donc, en fait, la franchise, c'est l'entrepreneur, c'est pas péjoratif, qui cherche un projet, mais qui n'a pas forcément d'idée. Donc, quelque chose qui fonctionne, en fait, qui est Oui. démontré par les chiffres. Et après, ce qu'on lui demande, c'est surtout d'être un manager, d'être un vraiment leader d'équipe, quelqu'un avec une capacité de travail, bien sûr, une capacité à fédérer et j'ai envie de dire un peu positif, joie de vivre et content d'opérer une belle marque, quoi. Donc en fait, c'est pas forcément, c'est même plutôt pas des profils en fait du métier qu'on Oui. cherche, mais plus des gens qui ont un petit pécule, qui ont fait une première partie de carrière, qui ont mené des hommes et qui se disent je me lance dans un projet, ça me plaît, j'y crois. Et voilà, et il passe de salarié à entrepreneur sans la partie créa, en fait. Alors, imaginons que j'ai envie de me joindre à l'aventure. C'est Ouais, quoi mon parcours? Je vais passer plusieurs entretiens, j'imagine. Il va y avoir une formation. Combien de temps ouais. il faut que j'envisage de discuter avec toi avant de me lancer? Alors, c'est une rencontre avec le team Land Monkey, parce que nous, on prend soin, on prend très, très soin des premiers profils avec qui on va ouvrir des magasins. Très important. Est-ce qu'on a la même façon de voir les choses et on a envie de travailler ensemble? Après, il y a la partie formation, ADN, comprendre ce qu'est la marque. Donc, venir un petit peu sur Paris, opérer auprès des opérateurs divers pour comprendre la marque et partager la façon dont on va s'organiser, partager le savoir. Et après, il y a la ville qui est targetée, ou le pays, hein, mais là, dans un premier temps, c'est la ville. Et donc, la recherche d'un emplacement qui correspond à cette marque-là, conjointe. Et puis après, la structuration des équipes, travaux, ouverture et opération. Et opérer.
Alors, tu dis un manager, quelqu'un qui sait emmener son équipe vers un Ouais. projet, c'est une équipe de combien pour Bah, une... c'est une équipe vide d'une petite dizaine de personnes, sans problème. C'est au prorata du chiffre que l'entreprise va faire, mais une boulangerie, ça peut parfois être une quinze-vingtaine de personnes. Donc, c'est pas rien quand même manager 15 vingtaine de personnes qui sont des opérateurs différents avec des compétences différentes. La partie vente, la partie production avec le chef boulanger, euh, la partie sucrée, etc. Donc, ça demande quand même pas mal. C'est un vrai talent de chef d'orchestre de mettre tout ça en musique. C'est une petite partition qu'on répète tous les jours, en fait, une boulangerie. Il faut que tous les jours, ça soit qualitatif comme un restaurant avec un bon service et tout ce qui va avec. Hein. C'est tout ce qu'on recherche quand on est client et qu'on passe la porte d'un commerce. Et donc voilà, donc il faut vraiment que le savoir-faire passe euh, après. Enfin, il faut que ce soit quelque chose d'acquis parce qu'on a tellement de choses sur lesquelles il faut se concentrer au quotidien, le management des gens, le retail, le commerce, etc., il faut que la variable qualitative soit quelque chose d'acquis et qu'on n'ait pas, qu'on soit pas là à se former sur le tard. La formation était bien faite en amont pour se concentrer sur le reste, en fait. Alors, l'une des craintes que l'on peut avoir, en tous les cas, quand je vois ma Mm. boulangerie ouverte tous les dimanches, forcément à Noël, qui est une période phare pour les boulangeries, Ouais. ça peut être ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous communiquer par rapport à ça? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou non, pas du tout? Non, non, pas du tout. C'est un commerce extraordinaire parce que c'est un commerce de consommation quotidienne. Donc, c'est vraiment Maslow, quoi. C'est les besoins primaires, c'est-à-dire se restaurer, dormir, etc. Donc, le pain, c'est la consommation de base d'un Français comme le riz au Japon. La moitié de l'humanité, c'est le pain, l'autre moitié, c'est le riz. Donc, on fait un métier qui fait quand même vachement sens, en fait. On a une place sociale qui est prépondérante parce que la boulangerie, elle est très importante pour la vie d'un quartier. Mais, et donc, c'est vraiment un métier, c'est pas du tout, c'est l'antithèse du bullshit job, quoi. Le boulanger, n'importe quel village de France et de Navarre, quand le village se vide parce qu'il y a une exode urbaine, rurale, pardon, rêve d'avoir un boulanger qui revient s'installer dans le village parce que c'est ce qui donne la vie, quoi. Complètement. Donc non, c'est quelque chose c'est un métier qui s'embrasse facilement et quand il est bien fait, en plus, on gagne très très bien sa vie et c'est un métier qui fait sens, donc c'est cool. Ah oui, non, alors là, effectivement, en termes de recherche de sens, je crois que Ouais, le bol de mais c'est la pour, boulangerie en France, il y a ouais. de mieux. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'on voit plein de profils. En ce moment, je vois plein de profils avec des super parcours universitaires qui reviennent vers ce genre de métier, dit manuel. Et ça fait super plaisir parce que ça dynamise la profession avec un petit peu de nouveauté, ça dépoussière. Alors qu'avant, c'était un peu des voies de garage de ceux qui étudiaient, avec qui ça se passait pas très bien à l'école, qui faisaient des études manuelles. Mais maintenant, c'est plus hétéroclite, avec un panachage des profils qui arrivent dans ces métiers-là et qui donnent un second souffle. Et la recherche de sens est effectivement quelque chose Mm. qui qui était déjà très ancré dans les nouvelles générations. Les anciennes, Ouais, j'allais dire, avec le confinement, là, il y a vraiment eu une interrogation très, très forte qui s'est posée. Et donc, exactement. c'est juste fabuleux. Une question que j'aime beaucoup poser, Rodolphe, c'est si tu retournais en arrière et tu avais la chance de pouvoir rencontrer le Rodolphe adolescent, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aimerais lui prodiguer? C'est un exercice pas Ah, c'est facile. marrant ça. Ouais. Non, je pense que moi j'étais un anxieux, donc je lui dirais relax en fait. Dans la vie, ça se Et, passe bien en fait. Il faut juste être un peu relax. et confiance, suis ton instinct. Ouais, ouais. Enfin ça, je le faisais, mais les périodes de l'adolescence où on se pose mille questions et en fait, peut-être que la période de l'adolescence la plus critique, c'est que je pense que les gens se comparent trop parce que la notion de groupe est forte et on se compare trop à ce groupe-là. Moi, j'étais un peu solitaire, on va dire, un peu singulier, un peu atypique. Et donc, de ne pas se comparer aux autres et de suivre son chemin, son destin et de se faire confiance, en fait. Même si on ne correspond pas à une norme, entre guillemets.
un schéma Ouais, c'est ça. oui, oui. Ne pas rentrer dans les cases, en fait, je crois que quand on écoute les interviews des entrepreneurs, je crois que c'est quelque chose qui est mentionné de façon très importante, effectivement. Mais je pense que j'en ai vu beaucoup, parce qu'en fait, j'ai compris, enfin, j'ai rencontré plein de gens euh, à qui je ressemblais en en entreprenant. Oui. Et en fait, quand on est jeune, on ne comprend pas pourquoi on a cette singularité, forcément. Et finalement, après, on rencontre des gens qui fonctionnent de la même façon. C'est ça que je veux dire. Oui. Et on se dit qu'il n'y a pas que nous qui fonctionnons de façon atypique. Et quand on est ado, c'est compliqué parce qu'il y a la recherche de l'appartenance à un groupe qui est pesante. Et en fait, comme vous le dites, dans le monde des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui comprennent pourquoi ils fonctionnaient juste différemment, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu mentionnais tout à l'heure que finalement, tu travaillais avec ton épouse. C'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise, mais pour certains, Mm, c'est un grand point d'interrogation. Comment est-ce qu'on fait mm. quand on passe la journée sur un même sujet et que le soir, finalement, bah, le sujet il peut revenir aussi sur la table? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose pour Non, mais préserver moi, non. Non? Non, moi, ça m'a jamais dérangé. En fait, j'ai pas de porosité. J'ai beaucoup de porosité entre le privé et le boulot. J'ai jamais compris pourquoi les gens bâtissaient des murs entre leur carrière et le privé, comme s'il fallait fondamentalement, absolument que ce soit deux mondes distincts. Oh là là. Je ne crois pas une seconde que ce soit possible en vérité, parce que quand on passe, ne serait-ce qu'un salarié qui passe 40 heures par semaine au boulot, c'est quand même significatif. Tout à Donc on fait. passe 40 heures avec des collaborateurs. Si on enlève les heures de sommeil, est-ce qu'on passe 40 heures pleines avec sa femme ou son mari? Je suis même pas sûr. Non, effectivement. Euh, donc, donc en fait, moi, je suis très à l'aise avec la porosité de tous ces mondes-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mélanger. Mais c'est pour moi indéniable que c'est des mondes qui se croisent et ça me pose vraiment pas de problème de parler boulot et le soir d'aller dîner en famille et d'évoquer d'autres sujets ou pas d'ailleurs parce que finalement l'entrepreneur il n'est pas entrepreneur de 8 heures à 16 heures il est boss. Moi, je suis boss de minuit à minuit depuis 16 ans, quoi, point final. Et on m'appelle à 2 heures le matin. Si je dors pas, je vais décrocher, quoi. Pour moi, enfin, c'est peut-être un peu excessif. Il y en a qui peuvent être un peu choqués de cette approche-là. Non, au contraire, Alors c'est après, quand l'entreprise est lancée, c'est comme un avion, hein. Le décollage, ça souffle beaucoup contre. Mais quand on est en train de planer en altitude, oui, on peut commencer à plus ériger des règles et se donner des temps, des vrais temps de déconnexion. Mais les premières années, c'est juste pas envisageable. Alors, Ça demande trop d'investissement. ce que tu dis, en fait, est très rassurant parce qu'effectivement, c'est une crainte que beaucoup ont. Or, son partenaire de vie, finalement, bah, c'est celui qui nous connaît le mieux. Mm, Et nous sommes tous un seul et même être humain. Il n'y a pas celui mm. qui travaille et celui qui est chef Mais d'entreprise oui, et celui qui c'est ça. est en vacances. Non, ça Et n'existe. puis, les mecs qui montent une boîte, ils mettent quand même son argent sur la table. Il met tout sur la table. Il C'est met tout. tout sur la table, il met son temps, son argent, sa vie sociale, donc il vit pour sa boîte. Enfin, c'est spécial comme profil. Est-ce Moi, que, je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire parce que c'est quand même spécial. est-ce C'est que beaucoup de si sacrifices. Est-ce que si je dis une définition d'un chef d'entreprise, ça pourrait être quelqu'un qui prend un risque certain pour un résultat incertain, c'est quelque chose que tu cautionnes? Ouais. Ouais, Moi, je pense que l'entrepreneur, c'est un créatif il y a des sujets qui l'animent tellement qu'en fait, il se pose même pas tous ces genres de questions. C'est viscéral, il faut qu'il le fasse, en fait. oui, c'est ce que me disent la plupart, effectivement, des gens que j'interviewe, c'est Il c'est calcule moi, pas ce qui va se passer, tout j'avais ça. pas, Il a juste j'avais pas une de idée choix. du monde. Ouais, une idée du monde, une idée de la façon dont il a envie de vivre sa vie et de... Je pense qu'ils ont tous cette crédulité de vouloir un peu changer les choses. Ah, Ils sont assez fous pour le croire. Et en mais fait, c'est ceux qui pensent ça qui arrivent.
ils sont assez fous pour le penser et assez, ouais, et finalement, voilà, donc ils sont poussés par une créativité, une énergie, une envie de faire des choses et ils se posent pas toutes ces questions-là, je pense pas. Ils vivent leur projet avec passion, je pense, la plupart. Je crois que la Mais je plupart... trouve, Oui, pardon, excuse-moi. mais je trouve quand même que maintenant, il y a une certaine mode un peu à l'entrepreneuriat que je trouve un peu excessive. Moi, je voulais entreprendre quand j'étais jeune et personne voulait de boss. Tout le monde voulait faire un beau parcours universitaire et rejoindre une grosse boîte et être cadre dans une grosse boîte. Euh, mais maintenant, en fait, il y a quand même une tendance à un peu valoriser l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, et tout le monde s'imagine entrepreneur. Mais quand même, c'est quand même un certain profil de personnes. Et effectivement, il faut correspondre à ce type de profil. Mais il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la période pendant laquelle le Saint Ouais, Graal était de rentrer dans l'administration. Puis, exactement. effectivement, cet engouement pour les grands groupes où on allait apprendre plein de choses et on allait changer le monde, mais on allait avoir une sécurité, ce qui allait permettre des achats immobiliers. Et effectivement, maintenant, il y a beaucoup Un d'engouement peu trop. entrepreneuriat. C'est pour ça que Ouais, c'est un peu enfin, il y a toujours des modes, mais là, c'est un petit peu une mode. Si t'as pas monté ta boîte, t'es un con, un peu. ouais. Ouais, c'est bon, quoi. Il y a plein de façons de s'épanouir. Il n'y a pas que en montant des boîtes. Et puis, il faut des boss, il faut des artistes, il faut et des cadres superbes. Il faut de tout, en fait. Il faut Et, absolument. Chacun joue sa partition et ouais, chacun a son rôle dans l'entreprise pour la Mm, faire croître, effectivement. exactement. Alors peut-être une dernière question, si tu me le permets. Est-ce qu'il y a Mm. justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Donc là, c'est tribune ouverte. Euh, non, peut-être pourquoi tu entreprends? Tu vois, maintenant, pourquoi j'entreprends? Les choses ont vachement évolué. Autant au début, c'était pour m'émanciper d'une condition sociale avec une forte appétence pour la créativité, des choses que je connaissais pas. Autant maintenant, je dédie beaucoup l'entreprise à des causes qui me semblent plus importantes au-dessus. Et nous, maintenant, l'entreprise s'est transformée en fondation actionnaire, où en fait, on a un fonds de dotation qui est actionnaire des holdings et qui monte des projets en phase avec les problématiques contemporaines. Et donc, une grosse partie de la valeur aujourd'hui va vers des projets de protection de la biodiversité et de choses comme ça. Et peut-être que l'entreprise du XXe siècle, c'est pas l'entreprise du XXe siècle, celle du XXIe. C'est peut-être une entreprise qui fait plus sens pour le bien commun et qui sert plus le bien commun. Donc peut-être que les entrepreneurs, ils doivent se poser deux questions. C'est est-ce que, un, le sous-jacent fait sens? Donc est-ce que je me lève pour quelque chose qui fait sens? Et deux, à quoi sert cette création de valeur? Et Oui. si j'en fais, qu'est-ce que j'en fais? C'est vraiment deux questions qu'on ne se posait pas avant parce qu'il y avait la notion d'habilité, de toujours plus, comme un jeu. Mais maintenant, c'est OK, si mon entreprise fonctionne et que le sous-jacent fait sens, qu'est-ce que je fais de cette valeur? Peu se la pose. Alors, complètement en phase avec toi, en fait, ce que l'on constate souvent, c'est qu'à la création de l'entreprise, tu sais, c'est la pyramide de Maslow, en fait. Il faut Ouais, effectivement avoir établi une certaine sécurité financière. oui, Et puis après, une fois que l'entreprise fonctionne, c'est son rôle au sein de la société. Et là, on inverse la pyramide. exactement. Et quelle est sa contribution? Et C'est ça. les entreprises qui fonctionnent, il y en a énormément. Et effectivement, quelle est ma contribution au Ouais. bien-être de la société? Et je pense qu'ils ne se la posent pas assez parce qu'ils ne se mettent pas assez au service de causes plus grandes. Oui, oui. Et ils osent pas, ils ont peur. Bon, après, il y a les boards, il y a les actionnaires qui freinent les prises de décision, tout ça. Mais parfois, l'entreprise, elle pourrait, elle doit, c'est pas elle pourrait, elle doit être autre chose, en fait. Elle doit avoir un rôle plus élargi Ouais, que celui ouais. pour lequel elle a été créée au départ. Oui, tout à fait. J'aime bien l'idée de dividende social ou dividende écologique. J'aime bien l'idée d'avoir un gros pourcentage, pas les 1% pour la planète, mais peut-être 15, 20, 30% du résultat après impôt qui irait vers des notions des causes sociales ou environnementales fortes et pas juste pour faire du green, mais dédié à améliorer les choses qui vont pas très bien, quoi. Alors, je t'avais demandé une dernière question, mais finalement, du coup, je t'en pose une autre. Est-ce qu'il y a une cause
Alors forcément, au travers de cette interview, j'ai peut-être une petite idée de vers quoi tu te tournes, mais est-ce qu'il y a une cause qui te tient particulièrement à cœur? Ouais, l'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Moi, j'étais passionné par la botanie, la botanique, l'ethnologie, l'éthologie, tout ça. Quand j'ai passé un bac scientifique, au départ, je me dirigeais vers des choses comme ça, parce que c'est ma sensibilité profonde, au-delà de vouloir monter des entreprises. Et donc, nous, on travaille, enfin, moi, je travaille beaucoup autour de ces sujets-là, d'effondrement de biodive. Et nous, on fait une chose très simple, c'est qu'on rachète des centaines d'hectares pour qu'on laisse en libre évolution. Ce fameux terme générique anglo-saxon du rewilding. Tout Et à c'est fait. ça, c'est de dire peut-être que l'entreprise, elle peut mener plein de projets comme ça en lien avec les problématiques de son temps. Et aujourd'hui, je trouve que le sujet de l'effondrement de la vie sur Terre, il est juste pas assez pris au sérieux et à la mesure de ce qui est en train de se passer, quoi. C'est Et vraiment dramatique. C'est que la vie, c'est un sur Terre. Alors pourquoi monter des boîtes si la vie, c'est un sur Terre, quoi. tout à fait. Absolument. Merci beaucoup. Merci de ton temps, de ta Merci beaucoup. passion, de ce témoignage. Nous mettrons bien entendu dans Mm. le descriptif tous les liens pour pouvoir te retrouver. Je te souhaite une Merci. excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, Eliane. Merci Au à toi. revoir. Au revoir.